6 enfants abandonnés à leur sort, sous un soleil de plomb, sans eau, sans nourriture, et sans même un nom à appeler en pleurant. Lorsqu'elle les découvrit, ils n'auraient déjà plus dû être en vie. Claire Dubois n'avait pas prévu de s'arrêter. Elle comptait seulement les conduire jusqu'au village le plus proche, puis reprendre sa route. Mais ce qu'elle fit ce jour-là bouleversa à jamais sa vie et la leur. Le soleil de midi écrasait la crête sud comme du métal fondu. L'air vibrait au-dessus du sable chauffé à blanc. Claire plissa les yeux sous le bord usé de son chapeau de cuir, son pas mesuré sur le sentier rocailleux. Samuel, avançait lentement, les sacoches pleines de provisions cliquetant à chaque mouvement. Le chemin avait été long, le retour promettait d'être pire encore, mais elle n'avait pas eu le choix, il lui fallait des médicaments pour le bétail et des clous pour réparer l'enclos effondré. À 40 ans, Claire savait que le désert du sud-ouest ne pardonnait ni l'imprudence, ni la faiblesse. Chaque goutte d'eau comptait. Chaque ombre était un trésor. Chaque pas pouvait être fatal. Elle avait enterré son mari sous ce même ciel brûlant, 5 ans plus tôt. Puis son fils unique, 2 ans après. Depuis, elle survivait seule sur un petit ranch, dans le silence et l'obstination. Elle n'attendait plus rien, ne laissait personne entrer. Mais ce jour-là, en apercevant une charrette renversée près d'un groupe de mesquites tordus, elle sut que sa solitude venait de prendre fin. D'abord, elle pensa à un reste de naufrage désertique, ce genre de vestige que le sable avale peu à peu, roues brisées, planches blanchies, carcasse animale. Elle en avait vu assez pour ne plus s'émouvoir. Mais soudain, un mouvement attira son regard. Elle arrêta Samuel, descendit, et posa instinctivement la main sur le revolver à sa ceinture. Sous l'ombre fragile de la charrette renversée, 6 petits corps gisaient, entassés les uns contre les autres. Immobile. Trop immobile. Claire se figea. Puis l'un d'eux leva la tête. Un garçon, 12 ans peut-être. Sa peau était brûlée par le soleil, ses lèvres fendillaient jusqu'au sang. Dans ses yeux sombres, elle lut un mélange de désespoir et de défi. Un regard qu'elle connaissait. Le regard de ceux qui sont prêts à mourir debout. Reculez, murmura-t-il d'une voix éraillée. Il tenait un revolver. Il tremblait si fort qu'il n'aurait probablement pas atteint une cible à 2 mètres. Mais l'épuisement rend les enfants imprévisibles. Derrière lui, les autres commencèrent à remuer faiblement. Une fillette d'environ 10 ans tenait dans ses bras un bébé de 2 ans à peine. Un autre garçon, 8 ans peut-être, se blottissait contre une petite sœur qui grelottait. Le dernier, âgé d'environ 4 ans, ne bougeait pas du tout. Claire sentit un nœud d'angoisse lui nouer les entrailles. « Du calme, mon garçon, dit-elle d'une voix douce, levant lentement les mains. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. C'est ce que les autres ont dit, répondit-il. Mais ils ont menti. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Claire frémit. Il n'y avait pas d'autre. Ses enfants avaient été abandonnés. Laissés pour morts sous un ciel qui ne pardonne pas. Elle connaissait l'histoire. Elle l'avait vue 1000 fois. Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne sais pas, répondit-il. Maman est partie. Papa aussi. Ils sont allés chercher de l'eau. Il ne termina pas. Il n'en avait pas besoin. Claire savait ce que cela signifiait, des parents désespérés, partis chercher de l'aide, morts en chemin ou décidant de ne jamais revenir. 6 enfants, c'était beaucoup à porter quand on n'a plus rien. La fillette leva les yeux. Ses pupilles claires semblaient appartenir à une vieille âme piégée dans un petit corps. S'il vous plaît. Catherine est très malade. Et Émile? Émile ne parle plus depuis hier. Claire posa les yeux sur le petit garçon de 4 ans. Il respirait à peine. Ses lèvres étaient bleues. Sa peau grise, cireuse. Elle reconnut les signes, il frôlait la mort par déshydratation. Elle jura à voix basse. Ce n'était pas son affaire. Elle avait son ranch, ses bêtes, ses silences. Mais lorsqu'elle vit le garçon s'effondrer, le revolver tombant dans le sable dans un bruit sourd, elle comprit que ces murs de solitude ne suffiraient plus à la protéger. Elle s'approcha rapidement, détacha sa gourde, précieuse entre toutes, et versa quelques gouttes sur les lèvres d'Émile, puis sur celles du bébé. L'eau était chaude, mais elle valait plus que de l'or. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle en parlant doucement, comme on parle à un poulain effrayé. « Ellie » murmura le garçon, trop faible pour rester hostile. « Elle, c'est Jeanne, ma sœur. Les petits, c'est Rose, Benji, Émile et Catherine. »
On s'appelle Moreno. Claire hocha la tête. Elle prit une seconde pour évaluer la situation. 6 enfants, tous à bout de force. Samuel pourrait porter les plus petits, mais les grands devraient marcher, et elle doutait qu'ils tiennent jusqu'au village. Écoutez-moi bien, dit-elle d'un ton ferme, celui qu'elle utilisait pour diriger des troupeaux. On va mettre les petits sur la mule. Jeanne, tu peux porter Catherine? Je vais prendre Émile. Allez, on y va. Ce fut un calvaire. Les enfants étaient si faibles que chaque pas était une épreuve. Mais Claire savait que la pitié ne sauvait pas des vies dans le désert. L'action, si. Pendant les heures qu'elle mit à retourner vers son ranch, elle évita de penser. Ses enfants avaient besoin de soins. De nourriture. D'une maison. Des choses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir leur offrir. Elle se dit qu'elle les confierait au commandant Braque au village, qu'il saurait quoi faire. Mais quand elle arriva enfin, les petits à demi inconscients et les plus grands trébuchant de fatigue, la réponse qu'elle reçut fut une gifle glacée. Ce n'est pas mon affaire, dit le commandant Braque sans même lever les yeux de son bureau. Aucune loi ne m'oblige à prendre en charge des orphelins. Emmène-les à Santaf, ou à l'orphelinat des Croix. Ici, je n'ai ni place ni ressources. Ils sont à moitié morts, gronda Claire. Alors tu n'aurais pas dû les amener ici. Enfin, il leva les yeux. Dans son regard, elle vit cette indifférence administrative qu'elle avait appris à haïr. Ce regard qui pèse les vies comme des lignes de budget. Elle se tourna vers le docteur Meyer, qui avait ausculté les enfants rapidement, du bout des doigts. Ils ont besoin de soins. Au moins le petit. Ils ont besoin de bien plus que ça, répondit Meyer en s'essuyant les mains. Mais sans paiement, je ne peux rien faire. J'ai mes propres factures. Claire sentit la colère monter comme une brûlure dans sa gorge. Elle regarda les enfants blottis les uns contre les autres sur la marche du cabinet. Dans leurs yeux, elle reconnut le silence de l'abandon. Celui qu'elle voyait chaque matin dans son miroir. Une nuit, murmura-t-elle. Juste une nuit. Le temps de réfléchir. Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'elle mentait. Qu'il n'y aurait pas de réflexion. Qu'elle ne pouvait pas les laisser. Quelque chose dans la manière dont Jeanne berçait le bébé. Dans la façon dont Élie s'était dressée, revolver à la main, pour protéger les siens. Dans cette tribu désunie, cassée, mais encore vivante. Quelque chose venait de fissurer définitivement les murs autour du cœur de Claire Dubois. Et elle ne les rebâtirait pas. Rose s'accrochait à la jupe usée de Jeanne comme un naufragé à une planche de salut. Ce simple geste, aussi fragile qu'un souffle, avait ravivé en Claire une blessure qu'elle croyait figée, scellée dans le silence depuis des années. Le retour vers le ranch se fit dans un silence épais, tissé de fatigue et de pensées trop lourdes pour être partagées. Les enfants, épuisés, somnolaient en selle, les paupières lourdes, les corps ballottés par les mouvements des chevaux. Claire, elle, avançait sans mot dire, le cœur en tumulte, les souvenirs cognant contre les parois de son âme. Sa maison, une bâtisse modeste en adobe aux murs patinés par le vent et le soleil, semblait plus silencieuse que jamais lorsqu'elle apparut au loin. 3 pièces entourées d'un petit verger et de quelques enclos fatigués par les années. Elle n'avait jamais été un lieu de chaleur, seulement un abri. Mais ce soir-là, elle la regardait différemment. Une fois à l'intérieur, Claire se mit en mouvement avec une précision presque militaire. Elle étendit des couvertures sur le sol du salon, y aménageant des couchettes de fortune. Elle prépara un bouillon léger, quelques légumes jetés dans l'eau frémissante, puis distribua de petites quantités d'eau, comptant chaque gorgée comme une denrée sacrée. Elle connaissait trop bien la loi impitoyable du désert, ici, chaque goutte d'eau pouvait être la dernière. Jeanne, sans attendre d'ordre, prit le bébé Catherine dans ses bras et la berça doucement, comme si elle avait toujours été sa mère. Élie, quant à lui, restait aux aguets, son regard toujours en mouvement, prêt à bondir, à défendre. Benji tenta de chaparder un quignon de pain sur la table, croyant que Claire ne le voyait pas. Mais elle feignit l'ignorance. Rose ne quittait pas Jeanne d'un pas. Émile, enfin, murmura d'une voix tremblante, de l'eau. Ce murmure brisé fendit le cœur de Claire, ce cœur qu'elle prétendait avoir perdu avec la mort de son propre fils. Quand elle les coucha enfin, les plus âgés à même le sol et les plus petits dans son propre lit, Claire sortit sur le porche et s'installa dans le vieux fauteuil à bascule que son mari avait construit de ses mains. Le ciel s'étendait au-dessus d'elle, constellé d'étoiles, immense et impassible. Elle avait pensé leur offrir simplement une nuit de repos avant de les confier à quelqu'un d'autre.
Mais en écoutant les respirations paisibles de ses enfants endormis, quelque chose se fissura en elle. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, depuis l'enterrement de son fils. Claire Dubois avait survécu 5 décennies en se répétant que l'amour était un luxe, une faiblesse qu'elle ne pouvait plus se permettre. Mais ce soir-là, avec 6 vies endormies sous son toit, elle comprit que certains murs ne sont pas faits pour protéger du monde extérieur, mais pour empêcher le cœur de s'échapper. Le vent du désert soupirait entre les mesquites. Claire resta là, éveillée, longtemps après que les étoiles eurent commencé à pâlir. Elle savait que le jour qui viendrait exigerait d'elle un choix irréversible. Le désert ne pardonne pas. Mais parfois, il offre une seconde chance. À ceux qui ont le courage de la saisir. Le grincement du fauteuil cessa net lorsque Claire entendit un sanglot étouffé dans la maison. Rose, la petite, était prisonnière d'un cauchemar. Claire se leva, ses articulations protestant après des heures passées sur le bois dur, et entra dans la maison baignée d'une lumière pâle. Jeanne était déjà debout, tenant Rose contre sa poitrine, lui murmurant des mots doux, trop graves pour une enfant de 10 ans. Ellie, alerte, s'était redressée sur sa couverture, le regard méfiant, les épaules tendues comme un animal pris au piège. Les autres enfants dormaient encore, mais leur sommeil était agité, troublé de soupirs et de frissons. « Bonjour », murmura Claire, s'arrêtant près de la porte pour ne pas effrayer. Jeanne leva les yeux. Dans son regard noir brillait une gratitude muette, si pure qu'elle fit reculer Claire d'un pas, mal à l'aise face à une reconnaissance qu'elle n'avait pas cherchée. « Merci, Madame Dubois, pour tout. » Claire hocha simplement la tête et se dirigea vers la cuisine. Elle ne savait pas quoi faire de cette reconnaissance, surtout venant d'enfants qui n'avaient aucune raison de croire encore aux adultes. Elle prépara du café et de la bouillie avec des gestes lents, concentrés. Elle sentait le regard d'Ellie sur elle, scrutant chacun de ses mouvements, comme s'il s'attendait à être jeté dehors d'un instant à l'autre. Pendant le petit déjeuner, Claire observa chacun des enfants comme elle l'aurait fait avec un bétail malade, avec une attention froide mais attentive. Catherine semblait plus éveillée, bien qu'encore très faible. Émile chuchotait de nouveau, demandant de l'eau. Benji tentait de plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais ses yeux revenaient sans cesse vers la porte. Rose ne lâchait pas Jeanne, comme si elle pouvait disparaître à tout instant. Et Ellie? Ellie défiait Claire du regard. Il était le gardien, le frère, le soldat silencieux qui avait veillé sur eux dans le désert. « Il faut que je retourne au village », dit Claire en repoussant son assiette. « Il faut savoir d'où vous venez. » « Ne faites pas ça. » La voix d'Ellie claqua, dure, tranchante. « Le shérif ne nous aidera pas. Personne ne le fait. » Claire le fixa. Jeanne posa calmement une main sur le bras de son frère. « Pourquoi dis-tu cela? »« Parce qu'on l'a déjà vécu, » répliqua Ellie, d'un ton trop vieux pour son âge. « Ils disent qu'ils vont nous aider, qu'ils vont nous trouver une famille. Mais à la fin, ils nous séparent. Ils disent que c'est plus facile pour un ou deux. »« Pas pour si, » murmura Jeanne. Le silence qui suivit pesa lourd, comme un orage en attente. Claire sentit quelque chose se briser en elle. De la colère. De la douleur. De l'empathie, peut-être. Elle ne savait pas vraiment. « Personne ne vous séparera, » dit-elle. Les mots lui échappèrent avec une force surprenante. « Pas tant que vous serez ici. » Ellie cligna des yeux, surpris. Et pendant une seconde fugace, Claire vit une étincelle d'espoir briller dans ses yeux, avant qu'il ne reprenne sa posture de sentinelle. Après le repas, Claire enfourcha son cheval et prit la route du village. Elle avait besoin de réponses. Et elle comptait bien les obtenir, que le shérif le veuille ou non. Elle le trouva dans son bureau, les pieds sur le meuble, un verre de whisky à la main. Il n'était même pas 10 heures du matin. Déjà de retour, grogna-t-il sans lever les yeux. Lassé de jouer à la maman? Je veux savoir d'où viennent ces enfants. Et qui les a laissés dans ce désert? Le shérif soupira, puis la regarda enfin. Pourquoi je le saurais? Le désert est rempli de gens perdus. Ces enfants ne viennent pas de nulle part. Quelqu'un les a vus. Quelqu'un sait. Et même si c'était le cas? Tu veux que je fasse quoi? Que je cherche des parents qui n'en veulent même plus? Claire serra les poings. Je veux que tu fasses ton travail. Il se leva lentement, la toisant de toute sa hauteur. Mon travail, c'est de maintenir la paix ici. Pas de courir après des fantômes pour 6 gamins qui sont peut-être mieux avec toi qu'avec leurs parents.
Claire soutint son regard un long moment, gravant chaque trait de son indifférence dans sa mémoire. Puis elle tourna les talons et quitta le bureau sans un mot. Le chemin du retour fut un long silence intérieur. Les enfants vivaient chez elle depuis 3 jours. Et chaque jour, ils s'enracinaient un peu plus dans sa vie. Jeanne aidait à la cuisine avec une grâce discrète qui rappelait à Claire la jeune fille qu'elle avait été. Benji la suivait partout, posant 1000 questions sur le ranch. Même Rose lui lançait parfois des sourires timides, pensant qu'elle ne les verrait pas. Mais c'était Ellie qui la troublait le plus. Le garçon l'observait sans relâche. Comme s'il cherchait à savoir si, elle aussi, finirait par les abandonner. Claire ne savait pas encore si elle était prête à aimer de nouveau. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Ce matin-là, Claire l'avait surpris, penché au-dessus d'un vieux couteau à la musée, qui l'aiguisait avec une concentration inquiétante. Elle l'avait observé un instant, troublée, avant de lui demander d'une voix douce. « Qu'est-ce que tu fais, Ellie ? » ?»« Je me prépare. »« Tu te prépares à quoi ?» Il n'avait pas répondu. Et Claire n'avait pas insisté. Il y avait dans son regard une gravité inhabituelle pour un enfant. Quand elle revint chez elle ce soir-là, une scène devenue familière l'attendait. Jeanne préparait un maigre repas avec les quelques restes que Claire avait laissés. Les plus jeunes jouaient sur le sol de terre battue du porche, tandis qu'Ellie, comme à son habitude, veillait à distance. « Alors, comment c'était au village ?» demanda Jeanne. Claire remarqua que la fillette ne lui avait pas demandé si elle avait trouvé une solution pour eux. Comme si elle savait déjà que la réponse serait négative. « Le shérif n'a pas été d'un grand secours », admit Claire en accrochant son chapeau près de la porte. « Je vous l'avais dit », murmura Ellie. Mais cette fois, sans la dureté habituelle dans sa voix. Plus tard, alors qu'elle vérifiait ses réserves, calculant combien de jours elle pourrait encore nourrir tout ce petit monde sans bouger, Claire entendit des rires sur le porche. Elle s'approcha de la fenêtre. Ellie racontait une histoire aux plus petits, un conte de lapins courageux et de renards rusés. Les enfants riaient, vraiment riaient, pour la première fois depuis leur arrivée. Ce rire fit quelque chose d'inattendu dans la poitrine de Claire. Comme si une porte, restée fermée depuis trop longtemps, s'était soudain entr'ouverte. Le lendemain matin, alors qu'elle s'échinait à réparer une section de clôture effondrée, elle sentit une présence. Ellie s'était approchée. Il ne dit rien d'abord. Il la regarda clouer les planches en silence, les bras croisés. « Je peux aider ?» demanda-t-il enfin. Claire releva la tête, surprise. Depuis 4 jours, le garçon gardait ses distances, aidant ses frères et sœurs, mais évitant tout contact avec elle. « Tu sais manier un marteau ? Mon père m'a appris, avant de partir. » Il n'avait pas dit « mourir ». Juste « partir ». Mais cette omission contenait toute l'histoire. Claire n'avait pas besoin d'en savoir plus. Ils travaillèrent ensemble pendant plus d'1 heure, en silence. Ellie tenait les poteaux tandis qu'elle les fixait. Le soleil était accablant, la terre sèche. Mais il ne se plaignit jamais. Il semblait même apaisé de faire quelque chose d'utile. Puis, sans lever les yeux. « Pourquoi tu nous as pas encore chassés ?» Claire arrêta son geste, le marteau en l'air. « Tu veux que je le fasse ? » « Non, c'est pas ça. » Il la regarda, et dans ses yeux, elle vit une fragilité cachée, une peur ancienne. Les adultes disent toujours qu'ils vont nous aider. Mais ça dure jamais. Alors on s'habitue à se débrouiller. Claire posa le marteau et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu sais ce que je pense, Ellie ? Je pense que vous avez dû devenir adulte trop tôt. Et je trouve que ce n'est pas juste. » « On n'a pas eu le choix, » murmura-t-il. Mais sa voix avait changé. Elle tremblait un peu. « Maintenant vous l'avez, » dit Claire. Et, en prononçant ces mots, elle sut qu'elle le pensait vraiment. Ce soir-là, après que tout le monde se fut endormi, Claire s'installa sur le perron. La fraîcheur du désert commençait à tomber. Elle contemplait les étoiles lorsqu'elle entendit des pas. Ellie sortit, une couverture à la main, et s'assit sur la marche à ses côtés, gardant une certaine distance. « Tu ne dors pas ? » « J'arrive jamais à dormir entre 4 murs. » Dans le désert, fallait rester éveillé, pour surveiller. Claire hocha la tête, comprenant mieux qu'il ne le soupçonnait. « Tu peux rester ici. Mais laisse le couteau à l'intérieur. » Ellie la fixa, interloquée. « Comment tu sais pour le couteau ? » « Parce que moi aussi, je sais ce que c'est de ne faire confiance à personne.
Ils restèrent là, à écouter les bruissements du désert, le silence peuplé de souvenirs. Puis le garçon murmura. Les autres commencent à penser qu'on pourrait peut-être rester ici. Jeanne dit que tu es différente. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il resta si longtemps muet que Claire crut qu'il ne répondrait pas. Je pense que j'ai envie d'y croire. Mais je pense aussi que c'est quand on commence à croire que ça fait le plus mal, quand ça s'arrête. Ces mots serrèrent le cœur de Claire. Elle les connaissait. Elle se les était répétés pendant 5 longues années. Tu as raison. Ça fait mal. Alors pourquoi tu prends ce risque? Claire leva les yeux vers le ciel. Elle pensa à son mari. À son fils. À tous les rêves enterrés avec eux. Parce que parfois, la douleur de ne pas essayer est encore pire. Ellie finit par s'endormir, recroquevillée sur la marche. Claire le couvrit de sa propre couverture, et resta là, veillant sur lui, comme elle savait qu'il l'avait fait pour ses frères et sœurs, tant de nuits dans le désert. Pour la première fois depuis des années, Claire Dubois ne se sentait plus tout à fait seule. Et ce sentiment l'effrayait autant qu'il la réchauffait. La couverture frissonna sous la brise de l'aube. Claire réalisa qu'elle n'avait pas bougé de toute la nuit. Ses muscles lui faisaient mal, mais il y avait une étrange douceur dans cette douleur, celle de savoir que quelqu'un comptait de nouveau sur elle. Au loin, le bruit des sabots résonna. Elle reconnut la silhouette élancée de Thomas Killy sur son cheval, Roi. Cela faisait une semaine qu'elle ne l'avait pas vu depuis qu'il l'avait aidé à contenir un taureau récalcitrant. Thomas était l'un des rares hommes en qui elle avait confiance. Un ancien éclaireur militaire qui connaissait ses terres mieux que quiconque. Et surtout, il avait cette précieuse qualité, il ne posait jamais de questions inutiles. Ellie s'éveilla au bruit du cheval. Il se redressa aussitôt, les sens en alerte. C'est un ami, souffla Claire. Elle vit les épaules du garçon se détendre, à peine. Thomas descendit de sa monture avec une aisance tranquille. Grand, sec, les cheveux gris attachés sous un vieux chapeau, il portait dans les yeux cette lueur que seuls ceux qui ont trop vu arborent. Quand il aperçut Ellie, Claire perçut une étincelle de surprise traverser son regard. J'ai entendu dire en ville que tu avais recueilli une meute de chiots, lança-t-il. Ce ne sont pas des chiots. Et je n'ai adopté personne, répondit-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Bien sûr que non, répondit Thomas avec un demi-sourire. À ce moment-là, Jeanne apparut sur le seuil, Catherine dans les bras. Les autres enfants la suivaient en silence, se serrant les uns contre les autres. Thomas les observa attentivement, comme s'il déchiffrait une carte invisible sur leur visage. Son expression changea. La légèreté disparut. Bon Dieu, Claire? Où les as-tu trouvés? Elle raconta l'accident, la charrette renversée, les enfants livrés à eux-mêmes, et l'indifférence du shérif. Pendant qu'elle parlait, Thomas écoutait. Mais ses yeux, eux, scrutaient. Surtout Ellie. Ils ont parlé de leurs parents, demanda-t-il. D'une voix basse, Ellie répondit. Papa avait des dettes. Il était toujours inquiet pour l'argent. Maman disait qu'on devait partir, qu'on trouverait un endroit meilleur. Tu sais où vous alliez? Demanda Thomas, en se baissant à la hauteur de Jeanne. La fillette secoua la tête, mais ajouta. Papa a parlé d'un travail près de l'Écroix. Un homme lui avait promis des terres. Et du travail, s'il l'emmenait. Le silence tomba de nouveau. Mais cette fois, il était chargé de promesses et de dangers. Claire sentait que la tempête n'était pas encore passée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de la traverser. La nouvelle famille, liée par les épreuves et la nécessité, avançait prudemment vers l'ouest. Thomas et Claire échangèrent un regard lourd de sens. Ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient ce genre d'histoire, celle de familles pauvres, attirées par des promesses d'un avenir meilleur, qui s'évanouissaient dans les terres sauvages sans laisser de traces. Des parents qui vendaient tout pour recommencer ailleurs, et qui finissaient engloutis dans l'oubli, comme si le désert lui-même les avait avalés. Je vais me renseigner, dit Thomas après un long silence, la voix empreinte de gravité. Voir ce que je peux découvrir. Après son départ, Claire tenta de se replonger dans les tâches quotidiennes du ranch, nourrir les bêtes, réparer les clôtures, organiser les provisions, mais son esprit restait englué dans une inquiétude sourde. Quelque chose dans la manière dont Ellie avait parlé des promesses faites à son père la hantait. Il y avait là une précision étrange, presque trop exacte, trop calculée pour être innocente. Cela sonnait comme un piège dissimulé derrière des sourires polis. 2 jours plus tard, Thomas revint.
son visage, d'ordinaire calme, trahissait l'agitation intérieure. En s'asseyant sur le perron, il accepta le café que Claire lui tendait, puis la regarda droit dans les yeux. Personne à l'écrou ne se souvient d'une famille avec 6 enfants. Pas une trace. Claire sentit son cœur se serrer. Mais Thomas continua. Un commerçant m'a parlé de rumeurs, à propos d'un propriétaire terrien, à l'ouest du bourg. Il paraît qu'il a des méthodes, disons, particulières, pour gérer les dettes. Claire posa sa tasse, le souffle court. Quel genre de méthode, demanda-t-elle d'une voix qu'elle tenta de rendre neutre, bien qu'elle redoutait déjà la réponse. Thomas la fixa, les yeux sombres. Du genre qui fait disparaître des familles entières dans le désert. Un silence glacial s'installa. Puis un sanglot brisé retentit derrière eux. Claire se retourna et vit Rose, debout sur le seuil, les yeux brillants de larmes. Yo apparut aussitôt et l'enlaça, mais le mal était fait. « Rose, ma chérie. » commença Claire, s'avançant vers elle. Mais la fillette s'échappa dans un bruit de pas précipité, courant se réfugier à l'intérieur. Ce soir-là, une fois Rose calmée grâce à la douceur de Yo, Thomas prit Claire à part. « Il faut qu'on aille voir ce type, murmura-t-il. Ce valet. Si c'est lui qui a fait disparaître cette famille, les enfants courent un grave danger. » Claire le dévisagea, une main contre sa poitrine comme pour calmer les battements affolés de son cœur. « Que veux-tu dire ? Je pense que si quelqu'un a payé pour effacer cette famille, il ne supportera pas l'idée que certains aient survécu. » Un froid glacial envahit la poitrine de Claire. Ce n'était pas la brise du soir. C'était la peur, la vraie, celle qui serre la gorge et vous plante ses griffes dans le ventre. 3 jours plus tard, sous prétexte de rechercher du bétail perdu, Claire, Thomas et Ellie partirent vers l'ouest. Claire avait insisté pour qu'Ellie les accompagne. Non pas qu'elle souhaitât le mettre en danger, mais parce qu'elle savait qu'il ne pourrait rester tranquille sans savoir. Mieux valait le garder près. La propriété de Cornelius Valley s'étendait sur des kilomètres, couverte de clôtures flambant neuves et de bétail gras. La maison principale dominait les lieux, bâtie en adobe et en bois massif, telle une forteresse de richesse plantée au cœur de la misère alentour. Valley lui-même apparut sur le perron, large d'épaules, les yeux étroits comme ceux d'un vautour. Il détailla Claire avec un intérêt équivoque, comme s'il évaluait une bête au marché. « Que puis-je pour vous, madame ? » « Dubois. Claire Dubois. Je cherche quelques bêtes perdues. » Elle se dirigeait vers l'ouest. « Je n'ai vu aucun bétail errer par ici, » répondit Valley, son regard glissant nerveusement vers Ellie. « Mon assistant, » précisa Claire avec calme, en notant la crispation de la mâchoire du garçon. Pendant que Valley débitait un discours tiède sur les pâturages et les clôtures, Thomas s'éclipsa discrètement vers les écuries. Claire l'aperçut, examinant du matériel, des harnais, des morceaux de chariot brisés. Lorsqu'il revint, son visage s'était assombri. « Il faut partir, » murmura-t-il à Claire alors que Valley s'éloignait brièvement. Mais il était déjà trop tard. Ellie venait de s'élancer vers un tas de ferraille près des écuries. Claire le suivit et vit ce qui l'avait attiré, les restes d'une selle. La peau était craquelée, brûlée par le soleil, mais le motif était encore visible. « Cette selle appartenait à mon père, » dit Ellie, la voix étranglée. « Elle est cassée exactement au même endroit qu'après que le cheval a rué l'année dernière. » Claire sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Cette selle n'était pas là par hasard. C'était une preuve. Thomas s'approcha et hocha la tête. « Il faut y aller. » Mais déjà, Valley revenait, flanqué de 2 hommes. Fini le sourire hypocrite. Dans ses yeux brillait une hostilité à peine contenue. « Un problème ?» demanda-t-il, la voix doucereuse, mais pleine de sous-entendus. « Nous admirions votre collection, » répliqua Claire en se plaçant entre lui et Ellie. « Oui, je ramasse beaucoup de choses dans le désert, » répondit lentement Valley. « On ne sait jamais ce qui peut redevenir utile. » La tension monta, tangible. Les hommes de Valley se mirent à bouger, bloquant les issues. Thomas, d'un geste discret, glissa la main vers son revolver. « Nous avons déjà pris assez de votre temps, » dit Claire avec un calme qu'elle ne possédait pas vraiment. « Merci pour votre aide. »« Bien sûr. » répondit Valley. « Et Madame Dubois, si vous trouvez ce que vous cherchez, prenez en soin. Le désert peut être très dangereux. Surtout pour les petites choses fragiles. » Le message était clair comme un coup de feu. Il savait. Il savait tout.
Le retour se fit dans un silence dense, épais comme la nuit tombante. Ce n'est qu'une fois éloigné de plusieurs kilomètres que Thomas brisa le silence. Ce salaud l'a fait. Ou du moins, il a payé quelqu'un pour le faire. Claire n'eut pas besoin de poser la question suivante. Elle la connaissait. Et maintenant? Maintenant, on les protège. Parce qu'il ne laissera pas de témoins. Ellie, resté muet jusqu'ici, parla enfin. Je savais que papa ne nous avait pas abandonnés, dit-il d'une voix brisée. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Claire tendit la main, posant doucement sa paume sur son épaule. Il tremblait sous ses doigts. Je suis désolé, Ellie. Je suis tellement désolé que tu aies dû voir ça. Ne vous excusez pas, répondit-il avec une fermeté inattendue. Lorsqu'il la regarda, Claire vit dans ses yeux quelque chose de nouveau. Une flamme. Une force. Maintenant qu'on connaît la vérité, on peut se battre. Sur le chemin du retour, alors que l'obscurité avalait le paysage et que les premières étoiles s'allumaient au-dessus des cimes, Claire comprit qu'il ne s'agissait plus de quelques enfants réfugiés. C'était devenu personnel. Ces enfants étaient les siens. Sa famille. Et elle les défendrait, même contre un homme puissant comme Valet. Elle avait déjà perdu une famille autrefois. Elle n'en perdrait pas une seconde. Au loin, la lumière de la maison scintillait, minuscule, mais précieuse. Comme une étoile tombée du ciel. Claire sentit un poids quitter sa poitrine. Jean avait laissé une lampe allumée à la fenêtre, un détail banal, mais qui disait tout, quelqu'un les attendait. Ils avaient un chez eux. Lorsque les chevaux s'arrêtèrent devant le porche, Jean sortit, Catherine endormie dans ses bras. Les enfants les rejoignirent aussitôt, formant un cercle protecteur. Le soulagement sur leur visage en disait long, ils avaient eu peur. Peur que cette fois encore, les adultes ne reviennent pas. Vous avez trouvé quelque chose, demanda Jeanne. Mais sa voix prudente trahissait qu'il devinait déjà la réponse. Claire regarda Ellie, qui hocha lentement la tête. On a trouvé des réponses, dit-elle. Mais ce ne sont pas celles qu'on espérait. Ce soir-là, après avoir couché les plus jeunes, Claire, Thomas, Ellie et Jeanne s'assirent autour de la table. Une table de cuisine simple, mais qui ce soir-là ressemblait à un conseil de guerre. Le combat pour leur survie ne faisait que commencer. Et cette fois, Claire Dubois ne serait plus jamais seule. Depuis la cuisine, la conversation qui suivit fut d'une intensité insoutenable, pleine de vérités crues qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Mais Claire le savait déjà, Ellie et Jeanne n'étaient plus tout à fait des enfants. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Que va-t-il se passer maintenant, demanda Jeanne d'une voix grave une fois que Claire eut terminé de leur raconter ce qu'ils avaient découvert. Maintenant, on se prépare, répondit Thomas avec un calme inquiétant. Valet ne vous laissera pas en paix. Pas avec ce que vous savez. Mais on ne sait presque rien, protesta Ellie. Juste qu'il a les affaires de papa. Claire posa sa tasse et regarda les deux enfants. C'est déjà beaucoup. Pour un homme comme Valet, c'est suffisant. Des hommes comme lui ne laissent jamais de témoins derrière eux. Le lendemain, Claire commença à percevoir des changements subtils dans le village. Des conversations qui s'interrompaient brutalement à son approche, des regards détournés, des sourires absents. Même l'épicier, si chaleureux depuis des années, ne lui adressa plus qu'un grognement quand elle entra dans sa boutique. Mais ce fut Thomas qui lui apporta les nouvelles les plus glaçantes. Valet pose des questions, dit-il en réparant une clôture brisée du ranch. Il demande après toi. Et après les enfants. Et il paie bien pour des réponses. Claire sentit un nœud se former dans son ventre. Quel genre de questions? Combien d'enfants tu as, ce que tu comptes faire d'eux? S'ils vont rester avec toi ou si tu comptes les livrer aux autorités. Et les gens? Ils parlent? La plupart gardent le silence. Mais le commandant Braque, lui, il s'intéresse beaucoup à tes affaires ces derniers temps. Comme s'il avait été invoqué par le simple fait d'être nommé, le commandant Braque arriva cet après-midi-là, montant son cheval jusqu'au ranch, flanqué de deux adjoints que Claire ne reconnut pas. Dès qu'ils franchirent la clôture, une tension glaciale se propagea dans l'air. Les enfants s'étaient instinctivement regroupés près de la maison, comme des animaux acculés sentant le danger. Claire s'avança lentement, la mâchoire serrée, refusant de descendre de cheval. « J'ai besoin de te parler au sujet de ces enfants », lança Braque. « Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai reçu des rapports indiquant que tu héberges des mineurs vagabonds. Selon la loi territoriale,
ça pourrait poser problème. Claire sentit la colère lui brûler la poitrine. Ces enfants ne sont pas des vagabonds. Ce sont des orphelins. Des enfants abandonnés qui ont besoin d'un toit, de soins, d'amour. Et as-tu une autorisation légale pour t'occuper d'eux? Des papiers prouvant ton droit à les garder ici? Je n'ai pas besoin de papiers pour faire ce qui est juste. Braque secoua lentement la tête. Je crains que si, Claire. Le territoire a des lois. Tu ne peux pas simplement ramasser des enfants dans le désert et décider qu'ils t'appartiennent. L'un des adjoints remua nerveusement, sa main se rapprochant de son arme. La menace était silencieuse, mais limpide. Et que proposes-tu que je fasse, Amos? Je suggère que tu remettes les enfants aux autorités compétentes. Ils seront placés dans des familles. Séparément, bien sûr. C'est plus facile de trouver un foyer pour un ou deux enfants à la fois. Non. Le mot claqua dans l'air comme un coup de fouet. Même les chevaux sursautèrent. Vous n'allez pas séparer cette famille. Braque esquissa un sourire de façade. Ce n'est pas une famille, Claire. Ce sont 6 orphelins sans lien légal avec toi. Si tu refuses de coopérer, je devrais engager des poursuites. C'est alors qu'Ellie apparut, sortant de derrière la maison, silencieux comme une ombre. Dans ses mains, il tenait une corde enroulée, et dans son regard brillait une détermination implacable. « Shérif, dit-il calmement, avez-vous déjà vu un cheval sauvage être dompté ?» Braque haussa un sourcil. « Un cheval sauvage? Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Je sais comment faire, le coupa Ellie en se dirigeant vers l'enclos où Claire gardait un jeune poulain, rétif à tout dressage. Ce qui suivit fut tout simplement extraordinaire. Ellie s'approcha du poulain avec une douceur et une assurance qui démentaient son âge. Il lui parlait doucement, avançant pas à pas, sans geste brusque. L'animal, qui avait rejeté toutes les tentatives de Claire, s'apaisa peu à peu sous l'influence tranquille du garçon. En moins d'une heure, Ellie montait le poulain dans l'enclos comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Le shérif et ses adjoints restaient silencieux, visiblement impressionnés malgré eux. Comme vous pouvez le voir, dit Ellie en descendant avec souplesse, certaines choses ne peuvent pas être forcées. Elles ne fonctionnent que quand il y a confiance et respect. Braque le fixa longuement. Tu es éloquent pour un gamin du désert. J'ai appris à parler quand c'était nécessaire, répondit Ellie sans ciller. Après le départ du shérif, qui n'offrit que des avertissements flous en guise d'au revoir, Claire rejoignit Ellie, assis dans l'enclos à caresser le poulain. C'était incroyable, dit-elle en s'asseyant sur la barrière près de lui. Papa disait toujours que la force ne marche pas avec les chevaux sauvages. Il faut leur prouver qu'ils peuvent te faire confiance. Claire comprit alors le message derrière ces mots, Ellie lui montrait qu'il lui faisait confiance. Qu'il croyait en elle. Qu'il savait qu'elle ne leur ferait pas de mal. Ellie, dit-elle doucement. Peu importe ce que dit le shérif. Peu importe les menaces de Valet. Vous resterez ici. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je vais me battre pour vous. Et je vais gagner. Cette promesse fut mise à l'épreuve dès le lendemain. Thomas revint, essoufflé, avec de nouvelles informations. Tu es convoqué à Santa Fe. Un juge itinérant veut t'entendre pour décider si tu peux légalement garder les enfants. Valet a porté plainte. Il affirme que les enfants font partie de l'héritage de son père. Il dit qu'il a un droit sur eux, à cause de dettes non réglées. Il peut faire ça? Il peut essayer. Surtout avec le shérif de son côté. Claire resta un moment silencieuse, puis releva les yeux vers Thomas avec une expression qu'il n'avait plus vue depuis la mort de son mari. Alors, nous irons à Santa Fe. Et nous nous battrons. Les jours suivants furent intenses. Claire vendit plusieurs bêtes pour engager un avocat. Le seul qu'elle put se permettre était un jeune diplômé encore nerveux, mais honnête. Thomas et Eda préparèrent les documents, les témoignages, tout ce qu'ils avaient découvert sur la propriété de Valet. Mais ce fut Jeanne qui proposa l'idée qui changea tout. Rose devrait parler au tribunal, dit-elle un soir en pliant le linge. Ma chérie, Rose ne parle qu'avec nous, répondit Claire doucement. Elle ne pourra pas témoigner. Elle peut. Si je suis avec elle. Elle se souvient de choses, des choses importantes. Des choses que le juge doit entendre. Claire la regarda, bouleversée. Dans les yeux de Jeanne, il y avait une maturité qui lui brisa le cœur. Tu crois qu'elle est prête? Rose est bien plus forte que les gens ne le croient.
Elle a juste besoin de savoir qu'on est tous là. La veille du départ, Claire s'assit sur le perron, les 6 enfants blottis autour d'elle. Benji avait cloué un morceau de bois au-dessus de la porte, sur lequel il avait gravé à la main « Famille Moreno ». Émile s'était endormi sur ses genoux. Rose tenait la main de Jeanne comme si elle s'y accrochait pour ne pas tomber. Élie fixait l'horizon. « Et si on perd » murmura-t-il. Claire le regarda, le cœur serré, puis observa chaque visage autour d'elle. Ces enfants qui, un jour, étaient entrés dans sa vie comme des étrangers, et qui en étaient devenus l'essence même. « Nous ne perdrons pas » dit-elle simplement. « Parce que vous êtes déjà à moi. Et personne ne me prendra ce qui m'appartient. » Ce soir-là, alors que les étoiles apparaissaient lentement dans le ciel immense du désert, Claire Dubois se prépara pour le plus grand combat de sa vie. Elle avait déjà perdu une famille autrefois, brisée par les circonstances. Mais cette fois, elle se battrait. Jusqu'au bout. Protéger la famille qu'elle avait trouvée, c'était devenu sa mission sacrée. Et cette fois, elle ne laisserait personne la lui arracher. Le soleil n'était pas encore levé quand Claire réveilla doucement les enfants. Ce jour-là, ils partiraient pour Santa Fe. Pendant la nuit, quelque chose en elle s'était cristallisé, elle ne laisserait personne derrière. S'ils allaient se battre, alors ils se battraient ensemble, en tant que famille. La décision était prise, irrévocable. Thomas était arrivé avant l'aube avec une charrette qu'il avait réussi à emprunter. Elle était bancale, un peu fatiguée, mais assez grande pour accueillir tout ce petit monde. Pendant que chacun chargeait ce qu'il possédait de plus précieux, Claire les observait, le cœur serré. Jeanne serrait contre sa poitrine un petit crucifix en bois, souvenir de sa mère. Élie avait glissé dans sa poche son couteau, qu'elle affûtait presque chaque jour avec une concentration d'adulte. Rose avait emballé sa poupée de chiffon avec un soin infini, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Benji tenait un morceau de bois gravé du mot « famille ». Moreno, lui, gardait un petit cheval taillé par Thomas. Et Catherine, la plus petite, ne lâchait pas une couverture qui sentait la cuisine de Claire à l'odeur rassurante du pain chaud et du café. Leur destination n'était pas Santa Fe directement. Le juge itinérant, qui rendait la justice de village en village, avait installé son tribunal temporaire à Copolvo, un hameau poussiéreux à mi-chemin, composé d'un saloon décrépit, d'une vieille épicerie et d'une église abandonnée reconvertie pour l'occasion. À leur arrivée, Claire sentit un nœud se former dans son ventre, d'autres charrettes étaient déjà alignées devant le bâtiment. Valet était là, bien sûr, avec tout un déploiement intimidant, 3 avocats au costume impeccable, une escouade de témoins triés sur le volet, et plusieurs hommes armés à l'attitude fermée. Face à eux, la petite troupe de Claire semblait minuscule, presque dérisoire. Le juge, un vieil homme au regard voilé et à la barbe immaculée, avait aménagé son tribunal dans l'ancien hôtel de l'église. Les bancs faisaient office de siège pour le public, les témoins et les familles. D'une voix grave et lente, il ouvrit la séance, le tribunal est en session. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la garde légale de 6 mineurs, Élie, Jeanne, Benjamin, Rose, Émile et Catherine Moreno. Entendre les noms complets prononcés à haute voix causa à Claire un étrange frisson. Pour elle, ces enfants n'étaient déjà plus des noms sur un registre, ils étaient les siens. L'avocat de Valet, un homme du nom de Morrison, prit la parole avec l'aisance d'un professionnel habitué à gagner. Il brossa un portrait cruel de Claire, une femme seule, instable, vivant en marge de la société dans le désert, incapable de subvenir correctement aux besoins de 6 enfants. Il exhiba des documents censés prouver que le père des enfants avait contracté de lourdes dettes envers Valet, faisant d'eux, selon son interprétation juridique, des « actifs » de la succession. « Votre honneur », déclara Morrison d'un ton docte, « ces enfants ne sont pas des objets à ramasser dans le désert. Ce sont des êtres humains qui méritent la stabilité que seule une famille adéquate peut leur offrir. Monsieur Valet est prêt à s'assurer qu'ils soient placés dans des foyers respectables, capables de leur offrir une éducation et un avenir. » Des familles séparées, demanda le juge, un sourcil haussé. Bien sûr, votre honneur. C'est plus pratique. Et dans leur intérêt. À côté de Claire, Élie se ratatina sur elle-même. Jeanne serrait si fort Catherine que le bébé gémit. Rose se réfugia derrière Jeanne, le regard fuyant, tremblante. Lorsque vint le tour de Claire, son jeune avocat, maître Peterson, fit de son mieux avec ses faibles moyens. Il évoqua la générosité de Claire, son engagement, les témoignages de ceux qui l'avaient vu élever ses enfants avec tendresse et rigueur. Mais face à la machine bien huilée qu'était la défense de Valet, ces mots résonnaient comme un murmure face à une tempête. Alors Thomas se leva.
Votre honneur, je demande la permission de témoigner. J'étais présent lorsque nous avons découvert certains éléments suggérant que M. Vallée pourrait être impliqué dans la disparition des parents des enfants. La salle s'agita aussitôt. Morrison bondit, objection, votre honneur. Ces accusations sont sans fondement et sans preuve tangible. Le juge fronça les sourcils. De quels éléments s'agit-il? Thomas raconta la découverte de la selle du père, les réponses évasives de Vallée, ses menaces à peine voilées. Mais tout cela, hélas, restait des mots. Ce ne sont là que des élucubrations désespérées, railla Morrison. Monsieur Vallée est un homme respectable. Un citoyen exemplaire. Claire vit que la balance de la justice penchait dangereusement du côté de Vallée. L'éloquence de ses avocats, ses documents à l'apparence officielle, son apparente respectabilité, tout semblait peser contre elle. Elle n'était qu'une femme seule, sans fortune, demandant à garder des enfants que le monde considérait comme perdus. Puis, d'un geste calme, Jeanne se leva. « Votre honneur? Puis-je parler ?» Le juge la considéra avec surprise. « Quel âge as-tu, petite ?»« 10 ans, monsieur. Mais j'ai veillé sur mes frères et sœurs depuis longtemps. Et il y a des choses que vous devez entendre. » Morrison s'indigna. « Votre honneur, les enfants ne peuvent témoigner dans une affaire de cette complexité. » « Laissez-la parler, » trancha le juge, visiblement lassé des interruptions de l'avocat. Jeanne parla. Et le silence s'abattit sur la salle. Elle raconta, avec une clarté poignante, les promesses faites à leur père, l'étrange insistance de Vallée pour qu'il quitte tout. Elle décrivit la nuit où leurs parents partirent chercher de l'eau et ne revinrent jamais. Les jours passés à attendre, affamés, assoiffés, sans jamais perdre l'espoir. « Papa ne nous aurait jamais abandonnés, dit-elle d'une voix ferme. Il lui est arrivé quelque chose. Et maintenant, cet homme veut nous prendre comme s'il achetait des bêtes. Mais nous ne sommes pas du bétail. Nous sommes une famille. » Le juge hocha la tête lentement. « Et Madame Dubois? »« Elle nous a sauvés, » répondit Jeanne simplement. « Et elle nous a montré qu'on pouvait encore croire en l'amour. » C'est alors que Rose sortit de l'ombre. Elle quitta l'abri de Jeanne, s'avança d'un pas hésitant vers le centre de la salle et, d'une voix timide mais claire, dit « L'homme méchant ?» Elle pointa Vallée. Il était là quand papa est parti. Il criait. Il disait des choses méchantes. Un frisson parcourut la salle. Morrison bondit, objection. Ce sont les délires d'une enfant traumatisée. Mais le juge leva la main, continue, Rose. Elle se tourna vers Claire, puis vers Jeanne qui lui sourit doucement. L'homme méchant a dit que papa lui devait de l'argent. Papa a dit qu'il allait travailler. Mais l'homme n'a pas voulu. Il a dit qu'il voulait que les problèmes disparaissent. Chaque mot tombait comme une pierre dans une eau calme. Vallée pâlissait visiblement. Morrison lui chuchotait frénétiquement à l'oreille. Et après, demanda le juge, dont la voix avait changé de ton. Papa est parti avec ses hommes. Maman a pleuré, puis elle est partie à son tour. Ils ne sont jamais revenus. Rose se mit à pleurer. Pas des sanglots bruyants. Non. Des larmes silencieuses. Celle d'une enfant qui avait enfin dit la vérité. Jeanne la rejoignit et l'enlaça. Élie les suivit. Benji et Émile vinrent se coller à elle. Et Claire vit, une fois de plus, que ses enfants formaient une seule et même âme. Une famille. Le juge se tourna vers Claire. « Madame Dubois? Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Claire se leva. Ses mains tremblaient. Mais dans sa poitrine, son cœur battait avec une force nouvelle. Devant elle, 6 enfants brisés par la vie mais rassemblés par l'amour. Elle n'avait pas besoin de grands discours. Ils ne sont peut-être pas nés de moi. Mais je les aime comme s'ils l'étaient. Et je les protégerai, jusqu'à mon dernier souffle. Votre honneur. Lorsque j'ai trouvé ces enfants abandonnés dans le désert, je pensais simplement leur sauver la vie. Mais c'est eux qui ont sauvé la mienne. Ils m'ont appris que la famille, ce n'est pas une affaire de sang ni de papier. C'est une décision. Celle de veiller sur quelqu'un, de l'aimer, de le protéger, coûte que coûte. Sa voix se brisa légèrement, mais elle ne céda pas, ces enfants sont déjà les miens, pas par une signature ou un décret, mais par choix. Par amour. Si vous me permettez de rester à leur côté, je vous promets de les protéger jusqu'à mon dernier souffle. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Il semblait s'étirer à l'infini,
suspendu entre le cœur de Claire et la décision à venir. Puis le juge se racla doucement la gorge. Après avoir examiné les éléments présentés et écouté les témoignages, ce tribunal estime qu'il existe des raisons suffisantes pour remettre en question les droits de M. Vallée sur ses enfants. De plus, il est évident que les mineurs ont développé un lien affectif fort et indéniable avec Madame Claire Dubois. Maître Morrison tenta une objection, mais le juge le réduisit au silence d'un simple regard glacial. En conséquence, je déclare que la garde temporaire des 6 enfants morts est confiée à Claire Dubois, en attendant une enquête approfondie sur la disparition de leurs parents. La salle se remplit aussitôt de murmures agités. Monsieur Vallée se leva brusquement, le visage fermé, et quitta la pièce, suivi de ses avocats et de ses hommes. Mais Claire ne le vit presque pas partir. Elle était entourée d'enfants en larmes, accrochée à elle comme à une bouée dans une mer agitée. Et pour la première fois depuis si longtemps, elle sentit au fond d'elle-même qu'elle était enfin à sa place. Thomas s'approcha. Son visage habituellement sévère était illuminé d'un sourire chaleureux. « On dirait que tu as une famille maintenant, Claire. »« On dirait bien, » répondit-elle en serrant Catherine dans ses bras, Rose toujours accrochée à sa jupe. « En fait, on dirait que nous avons tous trouvé notre famille. » Alors qu'ils sortaient du tribunal vers le chariot qui les ramènerait chez eux, Claire croisa le regard du shérif Brack. Il se tenait droit à côté de son cheval. À sa grande surprise, il inclina respectueusement son chapeau vers elle. Peut-être, pensa-t-elle, avait-elle jugé trop vite certains hommes. Ou peut-être que le courage de Rose et l'amour qui unissait désormais ses enfants avaient fait renaître quelque chose dans le cœur du shérif, quelque chose de longtemps enseveli sous le cynisme. Le voyage de retour se fit sous un ciel noir parsemé d'étoiles. Les 6 enfants dormaient profondément dans le chariot, bercés par la route et par un sentiment nouveau, la sécurité. Claire Dubois était entrée dans ce tribunal comme une femme seule avec 6 enfants perdus. Elle en sortait comme mère, victorieuse d'un combat qu'elle n'avait pas choisi mais qu'elle avait mené jusqu'au bout. Le désert s'étendait devant eux, toujours vaste, toujours rude, mais il ne paraissait plus aussi menaçant. Il était devenu un chemin vers la maison. 6 mois plus tard, à Copolvo. Le rire des enfants la réveilla avant même les premiers rayons du soleil. C'était un son qu'elle aimait plus que tout. Benji faisait des grimaces à Catherine, qui gloussait de joie dans ses bras potelés. Jeanne préparait le petit déjeuner, concentrée comme une adulte miniature. Émile, lui, poursuivait un chat noir à travers la cuisine dans un chaos joyeux. Claire sourit, enfila son gilet et sortit sur le porche. Là, Élie était déjà debout, observant l'horizon avec une concentration familière. Il avait changé. Il se tenait toujours en alerte, mais quelque chose dans son corps parlait désormais d'assurance, de paix retrouvée. « Bonjour, maman, dit-il doucement. » Ces 2 mots suffirent à faire monter une chaleur douce et brûlante dans la poitrine de Claire. Il avait commencé à les dire 3 mois plus tôt, hésitant. Maintenant, il les prononçait avec naturel, comme s'il les avait toujours portés en lui. Elle ne le corrigeait plus. « Bonjour mon fils. Comment vont les chevaux ? » Le poulain répond bien. Rose pourra sûrement le monter d'ici ce week-end. Rose avait développé une affinité avec les chevaux qui frôlaient la magie. Elle passait des heures dans l'écurie, murmurant à leurs oreilles comme si elle leur parlait un langage secret. Des bruits de sabots brisèrent le calme du matin. Thomas arrivait par le sentier. Il venait chaque jour désormais, aidant aux tâches du ranch et apprenant à Élie les secrets de la terre. Mais aujourd'hui, il tenait une enveloppe. Officielle. Claire sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle alors qu'il descendait de cheval. « Une lettre du juge » répondit-il en lui tendant l'enveloppe. Claire l'ouvrit, les mains tremblantes. Élie s'était approchée sans bruit, les yeux fixés sur elle. Elle lut en silence, puis leva les yeux, un sourire transformant tout son visage. « Qu'est-ce qu'il dit, maman » demanda Élie. « L'enquête est terminée. Ils ont assez de preuves pour inculper Vallée pour plusieurs crimes, dont ce qui est arrivé à vos parents. » Élie resta un moment muet. « Et nous » Claire sourit, les yeux brillants. « Vous n'êtes plus sous tutelle temporaire. L'adoption est officielle. Vous êtes mes enfants, légalement. » Élie la serra dans ses bras avec une force inattendue. Claire sentit les années de peur, de doute et de solitude fondre comme neige au soleil. « On le dit aux autres ? » « Bien sûr, mais j'ai d'abord une chose à faire. » Claire se rendit à l'abri à outils. Elle en sortit un marteau, quelques clous et une planche en bois sculptée par Benji en secret.
Thomas l'aida à décrocher l'ancienne enseigne du ranch, usée par le temps. À la place, elle fixa la nouvelle. Elle portait un nom simple, Six-Pierre. Pourquoi ce nom, demanda Thomas. Claire sourit. Parce que c'est ce que nous sommes. Six pierres perdues dans le désert qui ont choisi de bâtir ensemble quelque chose de solide. La journée fut remplie de rires et de célébrations. Jeanne prépara un gâteau avec les dernières pommes. Rose peignit des fleurs sur de petits morceaux de bois. Benji aida à construire un perchoir pour les poules. Catherine, désormais sur ses petites jambes chancelantes, suivait chacun en criant de joie. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Claire et Thomas s'assirent sur le porche. L'été tirait sa révérence, et une brise d'automne venait caresser leur visage. « Tu aurais cru finir ici ?» demanda Thomas en désignant la maison baignée de silence. Claire secoua la tête, émue. « Si quelqu'un m'avait dit, il y a un an, que je serais mère de 6 enfants, je l'aurais pris pour un fou. J'avais construit une vie vide, trop bien rangée. Maintenant, je sais que vivre et être en vie, ce n'est pas la même chose. » Thomas garda le silence un moment, puis murmura. « Claire, j'ai une question. Tu crois que tu pourrais avoir besoin d'une aide plus permanente ici? Un partenaire peut-être? Quelqu'un pour t'aider avec le ranch et avec les enfants? » Claire sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Tu? » commença-t-elle, mais son sourire disait déjà tout. « Tu postules pour le poste, Thomas Kill? »« Je postule pour bien plus que ça, » répondit-il avec cette franchise désarmante que Claire avait appris à reconnaître et à chérir. Elle le fixa, longuement, à la lumière dorée du porche. Thomas avait été présent à chaque étape, à chaque épreuve, à chaque chute. Il avait tenu la main quand elle tremblait, porté le poids quand elle n'en pouvait plus. Il n'était pas simplement un soutien, il était une partie essentielle de cette famille. Les enfants, eux, l'avaient compris depuis longtemps. Surtout Ellie, qui avait trouvé en lui la figure paternelle qu'elle avait perdue trop tôt. Les enfants devront être d'accord, souffla Claire enfin. Et toi, murmura-t-il doucement. Elle sourit. C'était un sourire timide mais sincère, un de ceux qui naissent dans la poitrine, là où naît l'espoir après une longue nuit. Une chaleur douce s'éveillait en elle, familière et pourtant oubliée depuis des années. Je crois que cette famille pourrait avoir besoin d'un peu plus d'amour. 3 mois plus tard, dans une petite église abandonnée, la même où ils s'étaient battus pour exister en tant que famille, Claire Dubois devint Claire Dubois. La cérémonie fut simple, humble, mais chargée d'une intensité bouleversante. Les enfants étaient leurs témoins, rayonnants, fiers. Ce furent eux qui remirent les alliances achetées grâce à l'argent que Thomas avait gagné en débourrant des chevaux pour d'autres éleveurs du comté. Le commandant Braque officiait, et il était méconnaissable. Depuis le procès, son regard sur Claire et ses enfants avait changé. Comme si le courage de Rose, cette petite fille debout dans un tribunal, avait réveillé en lui une part oubliée de son humanité. « Par les pouvoirs qui me sont conférés par le département du Sud-Ouest, déclara-t-il avec une solennité inattendue, je vous déclare mari et femme. » Ils n'eurent pas le temps de s'embrasser pleinement, les cris de joie de 6 enfants éclatèrent comme un feu d'artifice. Ce jour-là, ils n'avaient pas seulement gagné une mère. Ils avaient aussi gagné un père. Après la cérémonie, alors que la famille partageait un repas cuisiné par Jeanne, avec l'aide bienveillante des femmes du village, celle-là même qui, autrefois sceptique, avait fini par respecter ce que Claire avait construit, Émile s'approcha doucement de sa nouvelle mère. « Maman, dit-il, j'ai quelque chose à te montrer. » Il l'emmena derrière la maison, là où il avait travaillé en secret pendant des semaines. Ce qu'elle découvrit laissa Claire sans voix, un petit jardin commémoratif, soigneusement aménagé. 6 pierres, choisies avec attention dans le désert, posées en cercle. Chacune portait le nom d'un des enfants, peint avec tendresse par Rose. Au centre, un jeune arbre avait été planté. « C'est pour se souvenir, » expliqua Ellie, un peu intimidée, pour se souvenir d'où on vient, mais aussi pour célébrer ce qu'on a trouvé. Claire s'agenouilla. Du bout des doigts, elle toucha chaque pierre. Les noms s'égrenaient comme une prière qu'elle connaissait par cœur, Ellie. Jeanne. Benjamin. Rose. Émile. Catherine. Ses enfants. Par le sang du cœur, sinon par celui du corps. Puis elle leva les yeux vers l'arbre. Thomas dit que les arbres forts ont besoin de racines profondes, alors j'ai pensé qu'on en avait besoin, nous aussi. Elle serra son fils dans ses bras. Ce garçon, son aîné, qui avait grandi trop vite,
portait déjà une sagesse que bien des adultes n'avaient jamais trouvée. Je crois qu'on les a, Ellie. Je crois qu'on les a enfin, ces racines. Et le soleil se coucha sur le ranch aussi Pierre. Claire se tenait sur le porche, observant ses enfants jouer dans la lumière déclinante, baignés par les derniers rayons dorés du jour. Thomas, toujours là, les regardait lui aussi avec tendresse. Benji poursuivait les poules en criant des ordres contradictoires à qui voulait l'entendre. Rose, concentrée, montrait à Catherine comment tresser des fleurs du jardin. Jeanne et Ellie, penchées l'une contre l'autre, réparaient un harnais avec une application complice. Le genre de chaos domestique que seule une véritable famille peut produire. Un instant suspendu. Le genre de fin de journée paisible que Claire n'aurait jamais cru possible. Elle se souvenait. Elle se souvenait de qui elle avait été, Claire Dubois, veuve solitaire du désert, cloîtrée dans une maison silencieuse, étrangère au mot « foyer ». Et pourtant, elle avait trouvé 6 enfants, seuls, perdus sous un soleil cruel. Elle avait cru leur offrir la vie. Mais ce sont eux qui avaient sauvé la sienne. Ils lui avaient appris une vérité simple et puissante, l'amour n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas ce qui vous rend fragile. L'amour, le vrai, est une force inébranlable. Il vous tient debout quand tout s'écroule. Il transforme la solitude en refuge. La douleur en mémoire. Et les blessures en liens sacrés. Elle était désormais Claire Dubois, mère de 6 enfants. Épouse d'un homme droit. Protectrice d'une famille forgée non par les liens du sang, mais par ceux du choix, de la fidélité et de l'amour. Et tandis que les premières étoiles s'allumaient dans le ciel du désert, comme des promesses tenues, Claire posa une main sur sa poitrine. Là où la douleur avait résidé si longtemps, il y avait maintenant autre chose. Le rire qui remplissait la maison. Les bras qui l'enlaçaient chaque nuit. Les petites voix qui criaient « Maman » quand elle franchissait la porte. Le désert n'oublie rien. Il ne pardonne pas toujours. Mais parfois, dans ses nuits les plus clémentes, il offre mieux que le pardon. Il offre la rédemption.